Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pauline de Saint-Fond, présidente du cabinet de Saint-Fond, et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter ce super webinaire, super, ce sera à vous de le dire à la fin, sur la déclaration de performance extra-financière. Si vous avez le moindre problème technique, si vous ne m'entendez pas ou si vous ne me voyez pas, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat. Vous avez une assistante web vidéo qui pourra vous donner un petit coup de main. Alors, nous sommes le 16 décembre 2020. Vous êtes probablement en train de vous demander qu'est-ce que vous allez faire comme le dernier cadeau de Noël que vous n'avez pas encore pu acheter. Vous êtes peut-être en train de vous demander comment vous allez faire en sorte de ne pas être trop nombreux à Noël, et ce que vous allez faire pour le Nouvel An. C'est normal. Et ma tâche aujourd'hui, ça va être de vous faire passer un bon moment, de vous faire oublier ces quelques soucis pour vous parler d'un sujet passionnant, à la déclaration de performance extra-financière. C'est vrai que c'est un site qui, au départ, ne fait pas trop rêver, mais voilà, l'idée, c'est de prendre un petit peu de recul et de d'abord s'attacher à ces quelques lettres. Alors, DPEF, performance extra-financière. Qu'est-ce qui est l'essence de ce qu'a voulu dire le législateur? C'est important de mettre vraiment le sens dans ces quelques lettres avant de rentrer dans le fond et dans la forme. Alors, ce qu'a voulu le législateur, c'est que les entreprises mettent l'accent sur leur performance non financière. C'est évident pour une entreprise aujourd'hui d'avoir une stratégie financière, d'avoir des objectifs financiers, des indicateurs clés financiers, c'est évident. Mais c'est moins évident d'avoir une stratégie construite pour avoir une performance extra-financière. Et on le voit dans les moments de crise, comme les crises Covid qu'on a traversées, la performance extra-financière, l'humain, les hommes, les femmes de l'entreprise, le lien avec la société est absolument essentiel, fondamental, le lien avec la nature, pour pouvoir traverser sereinement les crises. Ou en tout cas, pouvoir les traverser avec le plus de résilience possible. Donc on se rend compte que véritablement, la performance extra-financière et la performance financière sont complètement liées. Et c'est vraiment important d'adresser les deux sujets pour vraiment être performant demain et être résilient demain face à différentes crises. Donc l'enjeu de cette DPEF, c'est non pas la conformité. Le but premier, ce n'est pas de se conformer à un texte réglementaire. Bon, en tant qu'organisme de tiers indépendant, je ne devrais pas directement dire ça, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir conscience que le but, c'est que ce soit un document utile à l'entreprise, utile pour piloter et mettre en place une stratégie pour améliorer la performance extra-financière. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ces éléments clés en tête pour dérouler l'ensemble de ce webinaire. Alors, dans ce webinaire, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons parler d'abord de DPEF inspirantes. Nous allons ensuite parler d'indicateurs clés de performance, d'objectifs, et nous allons parler ensuite de conformité. C'est vrai, ce n'est pas le but premier, mais à la fin, s'il y a un organisme indépendant qui vient vous aider, il faut quand même, malgré tout, être, si possible, le plus conforme au texte réglementaire. Mais ce n'est pas le but premier, encore une fois. Alors, avant de rentrer dans le détail des déclarations de performance extra-financière, quelques mots sur le cabinet de Saint-Fond. Donc, j'ai la chance d'être présidente d'une équipe d'une dizaine de semeurs et semeuses engagées, donc semeurs et semeuses de responsabilité sociétale. Et donc, nous sommes à Toulouse. Alors, je n'ai pas l'accent toulousain, je m'en excuse, mais cela dit, je fais quand même du rugby, donc ça rattrape. Et nous accompagnons des PME et ETI dans la mise en œuvre de leur action responsable sur deux secteurs principaux, agroalimentaire, construction, et nous participons à différents groupes de travail pour pouvoir partager avec nos clients l'information la plus précise possible. Dans une logique d'exemplarité, on a souhaité cette année devenir société à mission. Société à mission, c'est une qualité qui est liée au fait d'intégrer dans nos statuts une raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux. Donc, pour atteindre ces objectifs sociaux et environnementaux, on a souhaité nous-mêmes rédiger notre propre déclaration de performance extra-financière. Donc, j'aurai le plaisir de vous présenter en avant-première, on vient de la terminer là, en novembre, notre DPEF. Je sais qu'il y a quelques clients à nous qui participent à ce webinaire. Je serais ravie de leur partager notre DPEF. Et on réalise aussi notre bilan carbone. On est depuis 2012 accrédité par le COFRAC pour réaliser les audits de déclaration de performance extra-financière et on en audite aujourd'hui une quarantaine. Alors, notre raison d'être. Toutes les présentations du cabinet sont toujours
En premier lieu, avec notre raison d'être, parce que tout ce que je vais vous dire après dépend de notre raison d'être. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé le cabinet? Dans quel objectif sociétal? Donc, ce qu'on souhaite, au niveau du cabinet de Synfront, c'est participer à changer le monde. Et ce qu'on croit vraiment, c'est que les entreprises qui mettent l'humain au centre, qui regardent le long terme, qui sont innovantes, qui agissent dès maintenant en faveur de la planète, ce sont ces entreprises qui sont les plus performantes, voire ce sont les entreprises qui seront vivantes demain. Et notre rôle, c'est de les accompagner pour identifier et développer ces richesses. Et on a défini des valeurs comme le mot rire. Alors, c'est assez peu courant dans les valeurs, mais c'est important pour nous, voilà, d'être sérieux, mais sans se prendre la tête, apprendre, écouter, éclairer, agir. Donc, on se définit comme des semeurs de responsabilité sociétale. Donc, cette raison d'être, elle va irriguer tout le webinaire parce que vraiment, notre rôle, c'est de faire bouger les entreprises, de les faire agir pour qu'elles-mêmes aussi participent à changer le monde. C'est le but aussi de cette DPEF, c'est de rendre compte comment on participe à changer la société à son échelle. Alors, petit rappel et contexte de la déclaration de performance extra-financière. Alors, il y a plein de sigles super barbares, DPEF, NFRD. Alors, vous le savez probablement, la DPEF a été créée, cette obligation, par une directive européenne de 2014. Et cette directive est en cours de révision et elle sera modifiée avec une application directe au premier semestre 2021. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que pour vos DPEF, si vous en rédigez une, il va falloir modifier la DPEF en fonction de l'évolution de la directive qui aura lieu sur ce premier semestre. Donc, bien évidemment, on vous tiendra au courant des dernières évolutions. Quelles sont les tendances pour l'évolution de cette réglementation? Première tendance, le fait de faire petit à petit se rapprocher en termes de fiabilité des informations financières et extra-financières. Donc, il y a l'obligation d'avoir un contrôle, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui au niveau européen. Il n'y a que quelques pays qui ont mis ce contrôle obligatoire, dont la France, qui est très probablement attendu à tous les pays. Deuxième tendance, c'est l'idée d'uniformisation de l'information. Donc, il est probable qu'il y ait des indicateurs qui soient définis au niveau européen dans leur mode de calcul pour permettre une comparabilité entre les entreprises, notamment sur la partie émissions de gaz à effet de serre. Et troisième chose, on va avoir petit à petit une notion d'uniformisation et de fiabilisation. C'est-à-dire que les processus de reporting extra-financier vont devoir petit à petit se renforcer pour devenir quasiment aussi robustes que l'information financière. Alors attention, petite chose à garder en tête, c'est assez dangereux selon nous de trop uniformiser l'information extra-financière parce que autant l'information financière avec des euros c'est assez facile à uniformiser, autant sur la partie extra-financière, c'est tellement divers, tellement infini que voilà, on est assez partagé sur l'idée d'avoir des indicateurs avec un mode de calcul parfaitement commun. Ça laisse peu de souplesse. Mais voilà un petit peu les tendances qui se dessinent. Donc, au niveau de cette uniformisation, on a, en même temps que la préparation de l'évolution de la directive, un mouvement de fusion des grands référentiels de reporting extra-financier au niveau international. Donc, vous avez le SASB, Sustainable Accounting Standard Board, qui est, on va dire, le standard américain pour le reporting extra-financier, et l'IRC, donc International Integrated Reporting Committee, donc, qui est là pour donner des directives pour rédiger un rapport intégré. Donc, ils ont décidé de fusionner, donc ça, c'est un point très important à avoir en tête. Et ils ont décidé aussi de se mettre en lien avec notamment le CDP et la GRI pour petit à petit uniformiser la proposition d'indicateurs et de cadres pour l'information extra-financière. Donc, on a vraiment une forte tendance à l'uniformisation. Et enfin, dans les grandes tendances et le contexte, on a de plus en plus de reporting intégré, donc plus de 20% par rapport à l'année précédente. Alors, attention, on est sur un panel le CAC 40, donc, mais c'est quand même intéressant parce qu'il donne une tendance de demain. Et donc, on va avoir de plus en plus, non pas une juxtaposition de l'information financière et extra-financière, mais petit à petit, une fusion de ces deux informations en travaillant sur le fait d'expliquer en quoi la performance extra-financière est liée à la performance financière. Alors, quelques chiffres clés. Donc, en France, il y a à peu près, aux ordres de grandeur, 500 DPEF qui sont audités par les OTI. Et dans ces DPEF, on a à peu près, on va dire 80% qui identifient entre 5 et 15 risques extra-financiers. Donc, c'est un nombre assez restreint, on va dire, de risques. Et un nombre de pages qui reste quand même assez conséquent. Plus de la moitié des DPEF sont entre 50 et 100 pages. Attention, c'est une étude SBF 120, donc on n'est pas totalement emphatique de l'ensemble des sociétés qui rédigent les DPEF, mais c'est quand même intéressant.
Donc nous, on est plutôt favorable à l'idée d'être sur des DPEF de moins de 50 pages, mais ça dépend aussi des interlocuteurs et des parties prenantes que vous visez. 80% pour référence aux ODD, donc c'est vraiment le référentiel qui est le plus utilisé et qui est très souple, c'est pour ça qu'il est facile à utiliser. 85% présentent leur modèle d'affaires sous forme d'un schéma, donc c'est vraiment une grande tendance de fond aussi, de savoir dire de manière schématique qu'est-ce que votre entreprise, son activité, ses ressources, qu'elle crée comme valeur. Et 75% des entreprises ont formalisé une démarche RSE ou une feuille de route RSE. Donc ça fait partie aussi des grandes tendances. On a vraiment de plus en plus d'entreprises qui vont se mettre à vraiment créer de manière robuste une démarche, une feuille de route qui permet de structurer cette partie information non financière. Donc ça, c'est vraiment aussi une grande tendance, c'est une structuration de la démarche RSE. Alors, DPEF inspirante. Donc là, je vais peut-être un petit peu vous décevoir, mais nous n'avons pas trouvé de DPEF inspirante, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu la révélation d'une DPEF absolument magnifique et extraordinaire du début jusqu'à la fin. Donc, je ne vais pas vous présenter une DPEF inspirante, mais je vais vous présenter différentes DPEF qui, dans certaines parties, sont inspirantes. Et ça pose la question, DPEF inspirante, mais finalement, qu'est-ce qu'une DPEF inspirante? Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est une DPEF inspirante? On va le voir en fonction de chaque personne qui est là devant son écran à m'écouter. Pour vous, ce sera probablement une définition très différente. Peut-être que certains diront la DPEF, en fait, c'est inspirant sur la forme. Et d'autres vont dire non, pas du tout, la forme, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'être inspiré par le fond, par ce qui est dit. Et d'autres vont être inspirés par la démarche, par les indicateurs. Donc, on a de très nombreuses raisons de trouver une DPEF inspirante. Et cette raison est souvent assez différente en fonction des personnes. Donc, je vais vous présenter différentes DPEF, faire un petit peu un tour de piste de tout ce qui peut être inspirant dans ces DPEF, avec l'idée de se focaliser sur des DPEF, non pas comme la plupart des études CAC 40, SBS 120, mais plutôt des DPEF d'entreprises plus petites, voilà, pour qui cette idée un petit peu apport nouveau et pas simplement à chaque fois reprendre L'Oréal, Carrefour, etc. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ce petit teasing de DPF inspirant, tac, on va passer à un petit spot publicitaire. Alors, bon, l'idée de ce webinaire, c'est de vous partager plein d'informations, mais c'est aussi de vous dire qu'on serait ravis que vous veniez rejoindre notre cabinet dans le sens de devenir client du cabinet. Et donc, nous allons présenter toutes nos offres. Et ensuite, je reviendrai à notre sujet principal. Donc, nos offres, rapidement, on a trois piliers, on va dire. Un premier pilier qui est le conseil en responsabilité sociétale. Donc, on peut vous accompagner en tant que cabinet sur la valorisation de vos actions responsables avec un petit guide de communication très pratique à envoyer à l'ensemble de vos parties prenantes. On peut vous accompagner sur la mise en place d'une démarche RSE, donc avec vous aider sur les actions, sur voilà, comment lancer la chose en interne. On peut vous accompagner pour devenir société à mission, si vous souhaitez inscrire votre candidature dans vos statuts. Deuxième pilier, comptabilité universelle, on peut vous aider à mesurer ce que vous créez comme valeur au niveau économique par cette démarche RSE, soit en interne, soit au niveau de la société en général. Ça peut être intéressant, c'est d'être dans des logiques en lien avec collectivités, des appels d'offres, de pouvoir prouver ce que vous apportez au territoire. Troisième pilier, l'audit RSE, donc on peut vous accompagner bien sûr pour devenir société à mission, c'est-à-dire la fin audit de la bonne atteinte de vos objectifs en tant que société à mission, et bien évidemment, par notre accréditation COFRAC, on peut vous accompagner sur l'audit de votre DPEF. Spécifiquement sur la DPEF, on peut vous accompagner pour rédiger votre DPEF, donc une DPEF qui a du sens, qui vous ressemble et qui vous est utile pour du pilotage en interne. C'est vraiment les mots-clés pour nous. On peut vous accompagner pour la définition d'indicateurs et d'objectifs. C'est pas toujours facile d'identifier ces indicateurs clés. Vous accompagner pour structurer votre processus de reporting. C'est vraiment clé par rapport au temps passé sur ce sujet. On peut donc, comme je le disais, auditer votre DPEF, auditer certains de vos indicateurs sur lesquels vous n'êtes pas très serein, par exemple auditer le bilan carbone, ou alors si vous n'êtes pas soumis à une DPEF, on peut auditer votre rapport RSE de manière volontaire. Voilà, je fais petite fin de ce petit spot publicitaire. Et nous allons passer au DPEF inspirant. Donc, n'hésitez pas à voilà, vous installer tranquillement dans votre fauteuil, prendre un café, un petit thé, et on va démarrer sur les DPEF inspirants. Alors, on va prendre dans l'ordre de la DPEF. On va commencer par l'étude de la DPEF pour aller jusqu'à la fin de la DPEF, et je vais vous partager
différentes DPEF qui nous ont semblé inspirantes. Donc, tout au début de la DPEF, on a trouvé ça inspirant d'avoir un mot de la présidence, de la direction, qui soit un reflet vraiment de l'ADN de l'entreprise. Donc, je vais vous partager les différentes DPEF. Vous allez le voir ici, par exemple, c'est au début de la DPEF de Biocoop, quelques questions au président de la coopérative, Eric Leron, et on voit par sa photo qu'on a déjà un petit peu l'idée de l'ADN d'entreprise. Il est en costard, il n'est pas avec une photo très neutre derrière. Voilà, on a une petite image et on a vraiment l'idée de comment est-ce que vous vous différenciez, quels sont vos enjeux, etc. Donc voilà, on trouve ça inspirant d'avoir vraiment un peu un challenge de la direction dans le sens de la RSE tout au début de la DPE. Autre élément qui nous a semblé inspirant, c'est tout au début de la DPEF d'avoir un résumé de la DPEF. Donc, pour certaines parties prenantes qui veulent très rapidement avoir un aperçu de la DPEF, ça nous a semblé intéressant d'avoir un petit résumé, une présentation synthétique. Donc, par exemple, on a ici pour Deloitte, au début de leur DPEF, qui fait 82 pages, 4 pages qui synthétisent la DPEF. Donc, les chiffres clés de l'entreprise, les métiers, les éléments clés sur la partie sociale, les éléments clés sur la partie environnementale et sociétale. Voilà. Et après, c'est le début de la DPE. Donc, on a trouvé ça intéressant de pouvoir avoir un petit aperçu synthétique de ce qui va se dire par la suite. Ce qu'on a bien aimé aussi, c'est chez Terina, voilà, pareil, une représentation très synthétique de tous les enjeux, avec les chiffres clés pour chaque enjeu, qui permet d'avoir un aperçu voilà, très rapide de la DPEF. On le voit également ici. Une petite synthèse des chiffres clés par grand pilier, qui nous permet, voilà, dans une DPEF qui est longue, d'avoir un petit aperçu synthétique. Et ça nous a semblé inspirant et vraiment une bonne pratique. Autre point important, qui nous semble pas forcément totalement inspirant, mais vraiment important, c'est la présence d'un sommaire. Ça paraît évident, mais il y a beaucoup de DPEF qui ne contiennent pas de sommaire. Et donc, on a trouvé un sommaire qui est assez original, qui est le sommaire de GSE. Donc, c'est une DPEF qui commence par un sommaire qui fait penser un petit peu à un journal. Donc, on a voilà, des titres qui sont positionnés un petit peu en haut avec les grands piliers. Et puis, à l'intérieur de la page, on a donc les différents piliers avec les enjeux qui sont décrits. Donc, dès la première page, on a une vision globale de ce que va contenir la DPEF et quels sont les enjeux de l'entreprise. On a trouvé ça assez inspirant. Autre élément inspirant, commencer au niveau de la DPEF par parler des grandes tendances, c'est-à-dire quelles seront les tendances de demain qui vont affecter l'entreprise, sa façon de fonctionner, ses risques. C'est ce qu'on voit par exemple dans le rapport GA. Ici, on voit donc dans leur déclaration de performance extra-financière qu'on a voilà, 6 grands enjeux, 6 grands défis plutôt, qui vont impacter le secteur dans les années à venir. Donc ça me semble intéressant de le positionner dès le début du rapport et c'est vraiment une pratique inspirante. Au niveau de la présentation de l'entreprise, ça nous semble vraiment important de présenter la gouvernance. Elle n'est pas toujours présentée. Et les parties prenantes, avec l'idée de mode de dialogue au niveau des parties prenantes. Donc, on a un exemple ici sur EY, où on présente voilà, l'ensemble des parties prenantes. Et on a le mode de dialogue avec chaque partie prenante. Donc, c'est vrai que ça peut être inspirant en fonction de la catégorie de parties prenantes à laquelle on appartient. On se reconnaît voilà, dès le début du rapport et bien expliquer comment sera organisé le dialogue avec les clients, les organisations internationales, les collaborateurs, la société. Ça nous semble également inspirant. Ce qui nous a semblé également inspirant, c'est d'avoir un petit peu le côté historique, c'est-à-dire d'où vient la société et raison d'être, où est-ce qu'elle veut aller. La stratégie, c'est comment elle veut y aller. Et c'est assez bien fait dans le rapport, notamment Price. On voit effectivement ici, sur le côté droit, la raison d'être, les valeurs qui sont expliquées, ça c'est important. Et ensuite, toute la partie stratégie, c'est-à-dire à partir de cette raison d'être et de ces valeurs, voilà la stratégie. Et on a même un lien avec les ODD. Comment est-ce qu'ils contribuent aux objectifs, grands objectifs sociétaux par les ODD. Donc, autre élément inspirant, le modèle d'affaires dans le sens schématique et dans le sens en même temps synthétique
et en même temps pas trop détaillé. C'est un difficile équilibre à trouver. Et la présentation de la création de valeur de manière assez détaillée. Donc, on va voir quelques exemples. Voilà, ici on a dans cette DPF de discours et tableau, donc la présentation des valeurs. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'à nouveau vous me voyez? Effectivement, la caméra et le micro s'étaient coupés, donc je viens de les réactiver. Est-ce que vous me voyez? Parfait, ben, je reprends l'enregistrement là. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous me voyez et est-ce que vous m'entendez? Super. Donc voilà, je crois qu'on a tous connu pendant le confinement des moments où il y a un gros bug exactement quand on ne le voulait pas. Voilà, très belle illustration. Et donc je vais voilà, continuer et je m'excuse pour ce petit désagrément. Donc nous en étions restés au DPEF inspirante et j'étais en train de vous partager celle de Triskaya. Voilà, donc ce qui nous a semblé intéressant et inspirant dans cette DPF, c'est qu'ils ont souhaité utiliser un support de présentation aux écoles de leur coopérative pour la présentation dans la DPF, avec l'idée de quelque chose de très simple et très facile à comprendre. Et donc ça, on a trouvé ça inspirant parce que voilà, pour n'importe qui, c'est hyper facile à comprendre, là où l'activité d'une coopérative n'est pas toujours si facile que ça à expliquer. Donc voilà, on s'en était, je crois, arrêté là. Donc pour la suite des DPEF inspirantes, ce qui nous a semblé intéressant maintenant à l'intérieur de la DPEF, donc ce que je viens de vous présenter, c'est sur le début de la DPEF, donc à l'intérieur de la DPEF, ce qui nous a semblé intéressant, c'est que la DPEF soit organisée par enjeu. On a parfois donc, des DPEF qui vont être organisées sur le pilier social, environnemental, sociétal, avec pas forcément des sous-parties qui correspondent aux grands enjeux. Donc c'est vrai que quand on liste les enjeux ou risques au départ de la DPEF, c'est plus facile et plus fluide de les retrouver comme grande partie de la DPEF. Donc on a par exemple ici la DPEF de Ortec, et on voit que dans le domaine social, ils prennent comme sous-partie, on peut prendre comme grande partie des grands domaines, mais à l'intérieur, on a vraiment les différents enjeux, grâce à la santé et l'intégrité physique des collaborateurs, qui sont vraiment le fil rouge du rapport. Donc ça nous semble vraiment inspirant comme démarche, parce que ça permet une meilleure fluidité et une meilleure compréhension par le lecteur. Il y a également donc le fait de présenter une page par enjeu. Donc, on a l'idée de présentation assez synthétique ou une double page qui permet assez facilement voilà, de comprendre les politiques, les actions, les indicateurs. Donc on a par exemple la DPEF du groupe CLS qui me semble très bien faite en ce sens. Donc voilà, en une page, on a toutes les informations, l'enjeu qui est cité, la politique, la vision, la stratégie, les actions, et sur le côté droit, engagement, objectif, indicateur clé de performance, avec une notion de tendance. Donc pour nous, c'est vraiment voilà, une bonne pratique où on a tous les éléments très rapidement en une seule page, c'est très visuel et le lecteur s'y retrouve vraiment facilement. Donc, autre élément inspirant, c'est l'idée de faits marquants, de classification des actions. Donc là, on s'est permis de se citer dans les DPEF inspirants, donc la DPEF du cabinet de Saint-Front. Alors, évidemment, on n'est pas très objectif en disant que notre DPEF est inspirante, mais je vais vous la partager pour que vous voyez si vous trouvez qu'elle est inspirante. Donc voilà, on a organisé l'information sous forme d'une double page par enjeu. Donc là, on voit par exemple sur la partie travail au service d'une vie de qualité, on a voilà, l'objectif, le niveau d'avancement, l'indicateur clé, les principales actions classées par niveau de contribution de l'action à l'atteinte de l'objectif et à la réduction du risque, et la politique. Donc voilà, il y a l'idée de double page qui est présentée pour l'ensemble des grandes thématiques qu'on aborde. Donc, voilà. C'est vrai que étant rédacteur du rapport, on a trouvé ça inspirant. Autre pratique qui nous a également semblé inspirante, c'est l'idée de focus et de témoignage. Il faut rendre cette DPEF vivante, c'est-à-dire que
cette DPEF, c'est votre ADN qui doit transparaître. C'est quelque chose qu'on doit se dire en la lisant, si vous enlevez le nom de votre entreprise, ah oui, ok, ça c'est forcément cette entreprise. Donc c'est vrai que voilà, le fait d'avoir des focus et des témoignages, ça permet de rendre vivant ce que vous dites. Donc par exemple, on va avoir ici, par enjeu, une notion voilà, de fait marquant et de focus. Donc, par exemple, voilà, on a un enjeu et on va avoir un fait marquant sur le côté droit et un focus. Et ça, voilà, ça nous a semblé hyper inspirant. Voilà, c'est vraiment une bonne pratique qui permet de rendre vraiment la lecture vivante et de s'approprier la DPEF. Et de faire le lien avec les acteurs de la DPEF en les mettant en avant par des focus ou des témoignages. Après, donc les photos de l'entreprise, donc là de manière assez simple, hein, sur effectivement la DPEF qu'on a vue tout à l'heure de Ortec, on voit que c'est une image de Ortec. Alors ça paraît bête, mais en réalité, beaucoup d'entreprises utilisent des images qui ne sont pas les images de l'entreprise. Et c'est vrai que ça personnifie vraiment et ça donne du poids et que les personnes, notamment les salariés de l'entreprise, s'y reconnaissent. Les photos sont très importantes. Voilà. Autre élément qui me semble intéressant, c'est faire des liens web donc, à l'intérieur de la DPEF. Vous pouvez, pour approfondir certains points, mettre des liens. Donc là, on le voit par exemple, EY Lab, on peut cliquer pour en savoir un petit peu plus. Le baromètre de l'attractivité, on peut cliquer. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un peu frustré parce que vous n'avez pas beaucoup de place et que vous n'avez pas pu tout mettre, vous faites un lien vers un document un petit peu plus complet qui permettra à la personne intéressée de creuser le sujet. Ça me semble également une pratique inspirante. Alors, je suis désolée, c'est beaucoup d'allers-retours, mais on arrive au bout. Donc, l'idée de mettre en avant l'objectif et le niveau d'avancement, ça, c'est quelque chose qui me semble également être une bonne pratique. Donc, on a par exemple ici sur Ortec, sur GSE, le niveau d'avancement pour chaque indicateur. On va aller un petit peu plus loin. Hop. Ici, voilà, vous voyez, il y a l'objectif 2025 qui est précisé ici, et on a la progression, le résultat en 2018, le résultat en 2019. Donc ça nous a semblé également inspirant de voir vraiment où est-ce qu'on en est petit à petit, comment on avance vers l'objectif, avec l'idée de perception de l'enjeu par les partenaires et de priorisation. Et en fin de compte, l'idée d'avoir un tableau de synthèse à la fin avec des indicateurs clés pertinents et un résumé de l'ensemble. C'est ce qu'on retrouve tout à la fin du rapport Biocop et qui est vraiment intéressant. Hop, on le trouve ici. Donc on a voilà, un tableau de synthèse de l'ensemble de la DPEF. Enjeux, risques, pilote interne, politique, indicateurs, objectifs. Avec un renvoi aux pages. Donc ça me semble également une bonne pratique. Voilà pour les DPEF inspirants. J'espère que quelques éléments vous auront inspiré. Donc sur les objectifs, enfin focus cette fois-ci objectifs et indicateurs clés de performance, quelques chiffres clés. Donc il y a 84% d'entreprises qui présentent au moins un objectif quantitatif. Encore une fois, c'est une étude SPF 120, avec des objectifs qui sont surtout sur les réductions de gaz à effet de serre, sur l'égalité homme-femme et dans une moindre mesure sur la sécurité au travail. Donc, on a quand même une dynamique assez présente de fixer des objectifs, mais pas forcément des objectifs quantitatifs et pas forcément sur tous les sujets. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir sur GSE. C'est l'idée de se fixer un objectif en fonction d'une tendance. On a une grande tendance de l'objectif, une grande tendance de l'indicateur clé. On va se fixer un objectif dans le prolongement de cette tendance. C'est une première façon de fixer un objectif. On peut aussi se fixer un objectif par rapport à des grandes trajectoires internationales. Donc, par exemple, typiquement pour le gaz à effet de serre, là, on a sur ICAD la trajectoire monde, la trajectoire France et la présentation de la trajectoire ICAD qui fait le lien avec ces deux trajectoires au niveau international. Donc, on peut se fixer un objectif en fonction de grands éléments internationaux. Au niveau des objectifs et indicateurs clés de performance, donc si on regarde la partie maintenant indicateurs clés de performance, donc quelques chiffres clés également. Donc toutes les entreprises publient bien sûr les indicateurs quantitatifs, c'est normal. Et à l'intérieur, on a donc 3 sujets, c'est assez lié d'ailleurs à ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur les objectifs, qui sont tout le temps chiffrés quasiment. Donc 99% publient les émissions de gaz à effet de serre, 97% les accidents de travail et 93% la part des femmes dans le management. Donc, on a vraiment des indicateurs un peu incontournables. Et après, on a une grande diversité d'indicateurs clés qui sont vraiment
intéressant et on a, pour ce faire, créé une base de données avec un très grand nombre d'indicateurs clés pour chaque sujet. Donc, voilà, je serais ravie de vous en dire plus autour d'un thé ou d'un café en direct sur notre super canapé qui vient d'arriver hier ou par visioconférence. Mais voilà, on a une base de données vraiment qui répertorie de très nombreux indicateurs clés de performance qui pourraient vous être utiles. Donc là, on le voit de manière assez simple. Hein, on a une présentation, par exemple, sur Ortec des résultats qui sont bien différenciés d'indicateurs clés de performance sur lesquels on voit une tendance pluriannuelle. C'est très important pour montrer l'évolution et donc la performance. Donc ça, c'est voilà, un indicateur clé qui fait forcément le lien avec un objectif en tant que tel. Et après, on a sur la DPF de GA, par exemple, l'indicateur et le lien avec l'objectif. Donc 83%, sachant que l'objectif est de 100%. Et on est bien les deux l'un au regard de l'autre. Alors du coup, ça va être à vous. Donc, je propose de traiter les différentes questions à la fin. Mais j'avais quelques questions pour vous. Donc, sur les indicateurs clés de performance. Donc, l'idée d'un indicateur clé de performance, c'est un indicateur qui soit reflète la performance et comparable dans le temps, donc plutôt une logique de ratio, soit c'est un objectif qui mesure l'atteinte d'un objectif. Donc, du coup, je vous pose la question, lequel de ces indicateurs est un indicateur clé de performance? Nombre d'heures de formation, nombre de salariés formés, pourcentage de salariés formés, ou D, la réponse D. Est-ce que vous vous rappelez des différents indicateurs? Donc, sur la formation, un indicateur clé de performance, est-ce que ce serait plutôt le nombre d'heures de formation? Est-ce que ce serait plutôt le nombre de salariés formés? Ou est-ce que ce serait plutôt le pourcentage de salariés formés? Est-ce que vous avez une idée de ce qui serait un indicateur clé de performance? Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est un indicateur clé de performance. Vous pensez peut-être que les trois reflètent bien la performance. Une idée? Là, c'est un quiz difficile. Vous pouvez répondre dans le chat. Donc, pour cette première partie, allez, là, je vais vous donner la réponse. Donc, un indicateur clé de performance, nombre d'heures de formation, nombre de salariés formés, pourcentage de salariés formés. Donc, la bonne réponse, c'est C, le pourcentage de salariés formés. Pourquoi? Parce que si on mesure le nombre d'heures de formation et qu'on le compare dans le temps, et qu'en même temps, votre entreprise est en croissance, voire rachète d'autres entreprises extérieures, le nombre d'heures de formation ne sera pas en tant que tel révélateur de votre performance. C'est-à-dire que vous pouvez grossir de manière significative et donc faire et augmenter vos heures de formation, et dans un même temps, puisque vous avez beaucoup plus de salariés, finalement avoir un nombre d'heures de formation par salarié plus faible. Donc le nombre d'heures de formation, dans cette logique de comparabilité, ne permet pas, dans une tendance de long terme, de savoir si vous êtes plus performant. Et c'est exactement la même chose pour le nombre de salariés formés. Le but, ça va être vraiment plutôt d'aller sur le pourcentage de salariés formés, parce que quelle que soit la taille de votre entreprise, hein, si vous êtes une entreprise de 1500 personnes et que vous rachetez une entreprise de 2000 personnes, on a eu deux cas, eh bien, ce pourcentage de salariés formés il sera toujours représentatif de votre performance. Alors que le nombre d'heures et le nombre de salariés va tout d'un coup augmenter, non pas parce que vous avez une meilleure performance, mais parce que vous avez racheté une autre entreprise. Donc, il y a vraiment cette idée de ratio qui permet d'objectiver la progression et sans tenir compte, évidemment, de l'évolution de l'entreprise. En tenant compte de l'évolution, mais ça permettra de, quand même, malgré l'évolution, avoir quelque chose de comparable. Ensuite, lequel des indicateurs est un indicateur clé de performance? Donc, taux de fréquence, nombre d'accidents du travail et nombre d'arrêts pour accidents du travail. Petit a, taux de fréquence, petit b, nombre d'accidents du travail, petit c, nombre d'arrêts pour accidents du travail, et petit d, la réponse D. Quel est selon vous l'indicateur clé de performance? A, taux de fréquence, B, nombre d'accidents, C, nombre d'arrêts. Vous pouvez répondre dans le chat.
Alors, pardon. Tout à l'heure, j'avais pas vu la réponse de Quentin, j'avais pas fait défiler le chat jusqu'au bout. Excusez-moi, donc Quentin avait tout à fait raison pour la réponse C. Et Sophie, Odile, Quentin et Agnès, donc c'est exactement ça. Vous avez bien compris, c'est bien la réponse A, le taux de fréquence, parce que le taux de fréquence va être, quoi qu'il en soit, comparable d'une année à l'autre, quels que soient les rachats de l'entreprise et l'évolution de l'entreprise. Ensuite, lequel indicateur est un indicateur clé de performance, sachant que l'objectif de l'entreprise, c'est 30% de déchets recyclés. Donc, l'indicateur clé de performance, soit elle mesure la bonne atteinte de l'objectif, soit un indicateur sous forme d'un ratio qui permet de suivre l'évolution, quelle que soit la croissance de l'entreprise. Donc, du coup, quel est l'indicateur clé de performance? Tonnage de déchets répartis par type de déchets, part de déchets recyclés sur le total déchets, nombre de sites équipés pour le recyclage. Et D, la réponse D. Très bien, c'est effectivement le B. Parfait, je vois que ça y est, on commence à être rodé. Et ensuite, sur la partie anticorruption, c'est un petit peu le plus difficile. L'objectif donc, de l'entreprise, c'est 100% de salariés formés à la thématique de l'anticorruption. Donc, quel est son indicateur clé de performance? Nombre d'alertes éthiques, nombre de salariés formés à l'anticorruption, nombre de collaborateurs signataires de la charte éthique. Donc, objectif, 100% de salariés formés à la thématique de l'anticorruption. Alors attention, s'il n'y avait pas d'objectif, ce ne serait pas vraiment un indicateur clé de performance, c'est plus un indicateur de moyens. Et donc là, on a effectivement la réponse B, nombre de salariés formés à l'anticorruption. Donc voilà, vous êtes super rodé sur ce qu'est un indicateur clé de performance conforme. Donc voilà, la dernière partie, c'est la partie conformité. Donc il n'y a qu'une seule slide, ça va être très simple. Donc on va commencer par en bas à droite. La conformité des indicateurs clés de performance, vous l'avez très bien compris. Soit ça mesure réellement la performance, c'est comparable dans le temps, quelle que soit l'évolution de l'entreprise, quelle que soit sa croissance, donc une notion de ratio. Soit ça mesure l'atteinte de l'objectif que l'entreprise s'est fixé, une notion de performance. Donc l'indicateur mesure la bonne atteinte de l'objectif, donc la performance. Si on remonte au niveau des politiques, la conformité d'une politique est liée au fait qu'il y ait des ressources affectées, des personnes, du temps, des moyens. Si une politique n'a aucune personne affectée, aucun moyen, on comprend bien que c'est une politique fictive. Donc une notion de moyens et une notion d'objectif quantitatif ou d'engagement. Alors l'engagement est plutôt qualitatif, mais avec l'idée de pouvoir mesurer qu'on va bien l'atteindre. C'est un engagement qualitatif qu'on peut atteindre ou un objectif quantitatif. C'est ça qui fait la conformité des politiques. Et sur la partie donc modèle d'affaires et risque, donc le modèle d'affaires pour qu'il soit conforme, il faut qu'on ait au moins les ressources et l'activité de l'entreprise. C'est évident, sinon on ne sait pas de quelle entreprise on parle. Et sur les risques, ce qui va être important pour la conformité, c'est qu'il soit décrit, c'est-à-dire qu'est-ce que ce risque et qu'est-ce qu'il engendre pour les parties prenantes. Donc, voilà un petit peu en synthèse ce que je voulais vous dire sur la DPEF en termes de conformité, d'objectifs, d'indicateurs clés. Et de DPEF inspirantes. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions pour y répondre. Donc, en tout cas, je remercie donc les différents participants qui ont donné des super réponses. Donc, Quentin, Sophie, Odile, Agnès, Maria, Hélène, Flora, Florian Guillaume, Dorothée, j'espère que j'ai vu personne, Michael. Donc voilà, merci d'avoir participé au quiz et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Nous avons encore 4 minutes pendant lesquelles je vais essayer de vous faire oublier que vous n'avez pas encore fait tout le cadeau de Noël et que vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire pour Noël. Allez-y, c'est encore les 4 minutes qui restent. Donc sur la notion de DPEF inspirante, n'hésitez pas du coup à reprendre le support que je vous ai partagé. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr retrouver tous les DPEF sur les sites internet des différentes entreprises. Si vous en souhaitez un grand nombre, vous pouvez m'envoyer un petit mail et je vous enverrai toutes ces DPEF pour que ce soit plus simple pour vous. Au niveau des indicateurs clés de performance, quels sont les indicateurs sur lesquels vous avez le plus de difficultés actuellement sur les objectifs, sur lesquels vous manquez peut-être justement d'inspiration?
Ce qu'on rencontre assez souvent comme thématique difficile, c'est plutôt les thématiques sociétales, par exemple la corruption. Effectivement, c'est compliqué de trouver un indicateur parfait de performance sur la corruption si on n'a pas fixé d'objectif. La plupart du temps, c'est plutôt des indicateurs de moyens. Euh, Après, sur le côté également engagement sociétal, c'est toujours un peu compliqué aussi d'objectiver comment est-ce qu'on contribue à la société civile. C'est souvent des engagements associatifs ou des engagements de bénévolat ou des engagements. Mais la notion de performance n'est pas toujours évidente. Donc, voilà, on sera ravis de vous partager des bonnes pratiques sur la partie corruption et sur la partie impact sociétal. Donc, je vois que Maria et Sophie ont écrit un petit mot. Merci pour ce partage, merci pour ce webinaire. Donc, avec grand plaisir. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas par mail à me les envoyer. Donc, je crois que vous devez avoir mon mail, mais je vous le réécris si besoin. Ouais, donc, je serais voilà, vraiment ravie de répondre à vos questions si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques. Je vais partager également l'écran. Voilà, donc on arrive au bout de ce webinaire. Donc, alors je crois qu'à nouveau, on a été un petit peu déconnecté. J'espère qu'à nouveau, vous m'entendez. Donc, pour Dorothée, les indicateurs clés que vous avez recensés et catégorisés dans votre base de données sont-ils harmonisés au niveau européen, français et international ou le seront-ils? Alors, oui, on suit très attentivement l'évolution de la directive européenne. Donc, pour l'instant, on a participé au groupe, notamment Auré, qui a fait des propositions d'indicateurs harmonisés au niveau environnemental. Et je sais que également les commissaires aux comptes et les experts comptables ont fait une proposition d'indicateurs clés qui sont assez inspirés de la GRI du CDP. Donc on suit de près cette évolution vers quelques indicateurs très harmonisés dans le mode de calcul. Et pour l'instant, nous, les indicateurs qu'on a recensés dans notre base de données, c'est des indicateurs qui sont des indicateurs utilisés par nos clients et qu'on a pu voir aussi au travers de différents benchmarks. Mais pour l'instant, comme je ne sais pas qu'est-ce qui va être choisi en termes d'harmonisation au niveau européen, je ne peux pas vraiment vous répondre pour savoir si cette base de données correspondra à ce qui va être demandé par l'Union européenne ou pas. Mais bien évidemment, dès qu'on aura cette information sur l'évolution de la directive, on vous tiendra informé et on fera évoluer notre base de données en conséquence pour vous proposer des indicateurs qui soient parfaitement cohérents avec ce que demande l'Europe. Il y a vraiment cette idée d'uniformisation, notamment avec l'idée de fonds d'investissement qui sont de plus en plus intéressés par la performance extra-financière et très en difficulté pour comparer les entreprises dans leur portefeuille et dans leur portfolio pour faire de la performance extra-financière un élément de différenciation lors des due diligence ou lors de l'accompagnement de leur portfolio. Mais de plus en plus, les fonds d'investissement se font accompagner d'experts. On accompagne un fonds sur ce sujet pour pouvoir être le plus pertinent possible sur ces sujets et accompagner leur portfolio dans leur performance extra-financière. C'est vraiment un sujet important. Voilà, je vous remercie toutes et puis je vous souhaite une très belle journée, de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt pour un prochain webinaire.